Oui, j'ai une boule de cristal d'ailleurs. Si vous venez consulter, c'est 80 € les 15 minutes. C'est avec plaisir, c'est à domicile. Arnaud Templier, entraîneur de striking au sein de structures de MMA, dont la Hatch Academy depuis ses débuts, et aussi entraîneur au sein du BCM MMA, club de MMA à Besançon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta transition de pro à coach? Enfin, de pro à coach, c'est un bien grand mot. Moi, j'étais en boxe française. J'étais j'étais en équipe de France très jeune. Malheureusement, je me suis blessé très très jeune. Donc à 22-23 ans, une blessure très grave au genou qui fait que j'ai dû arrêter le sport et tous les sports. Donc après, j'ai quitté un peu le microcosme des sports de combat pendant 6-7 ans et j'y suis revenu en tant qu'entraîneur à peu près une trentaine d'années. Voilà. Donc j'ai entraîné dans ma vie très jeune, de l'âge de 19 ans à 23 ans, et après j'ai repris vers 28-29 ans. Et comment, du coup, Arnaud Templier a connu le MMA, est entré dans le MMA? Alors j'ai connu très tôt le MMA, j'ai connu le début du MMA quasiment en France, où il y avait des compétitions qui se rapprochaient du MMA, qui s'appelait le Golden Trophy, qui étaient les prémices du MMA, et j'avais un ami à moi qui les a fait, donc que j'ai préparé, qui s'appelle Jean-Louis Alberche. Et ce même Jean-Louis Alberche, après, est parti en MMA, boxer en Angleterre, boxer au Maroc, etc. Et moi, je m'occupais de ses préparations au niveau du pied-point. Et ça, je parle de ça, c'était en 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Donc j'étais dans le milieu du MMA parce que mon ami y était et parce que je m'entraînais avec lui et surtout je l'entraînais pour préparer ses combats. Donc tout de suite, j'ai percuté que c'était pas du pied-point, c'était pas de la boxe anglaise et qu'il fallait adapter le striking à ce sport qui est vraiment à part entière. D'accord, donc ton pied-point, justement, il est connu pour être l'un des plus redoutables. Et comment tu as... Est-ce que c'était naturellement dans ton style ou est-ce que tu l'as adapté justement aux contraintes telles que la lutte? J'ai toujours été un technicien, je pense, un perfectionniste déjà moi quand je boxais. Donc j'aimais bien l'analyse et surtout j'aimais bien quand on me faisait travailler quelque chose, comprendre pourquoi on me le faisait travailler, où ça allait m'amener. Donc j'ai fait ce même cheminement en MMA, c'est que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui était utile et qui n'était pas utile dans ce sport. Et surtout les grands axes de travail qui font que le striking va être beaucoup plus performant en MMA qu'en pied-point normal et simple. Ok. Et à l'heure où le MMA justement se développe à une vitesse folle, il y a de plus en plus de combattants, de plus en plus de personnes aussi qui deviennent coachs. Comment tu perçois tout ça déjà? Moi j'ai un regard assez on va dire, incisif sur toutes ces personnes qui deviennent coach sans avoir eu d'expérience déjà de combat, sans avoir tout simplement les compétences pour entraîner des athlètes de haut niveau. Aussi, toutes ces personnes qui ne se sont pas mis derrière un bureau et à un moment qu'on pas étudié la physiologie, l'anatomie, la préparation physique, la planification de l'entraînement chez l'athlète de haut niveau. Ça, c'est des choses qu'on apprend aussi tout simplement dans des bouquins. Et puis aussi qui ont connu eux-mêmes le haut niveau, ou au moins qui ont côtoyé des gens qui ont connu le haut niveau. Être coach, c'est pas simplement être derrière une cage ou derrière une caméra en racontant des histoires, c'est aussi en les ayant vécues et surtout en les ayant analysées. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon combattant ou qu'est-ce qu'il faut pour être un bon coach? Voilà, ça, c'est des heures à en parler. Pour être un bon combattant, pour moi, il faut tout simplement du sérieux, de l'abnégation, de la rigueur. Et être dans un train et ne pas regarder ce qui se passe à gauche et à droite et avancer, avancer, avancer. Et je dirais même plus, pour un combattant, il faut mettre, je parle à haut niveau là, hein, pas à un niveau amateur, à haut niveau, voire à très haut niveau. Il faut faire passer son sport avant tout, malheureusement, avant ses copains, avant la nourriture, avant sa famille même, et je le dis souvent, même avant son épouse, parce qu'on doit penser qu'au combat suivant et qu'à sa préparation.
Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit total, enfin absolu. Si on veut réussir, je parle, comme je le dis toujours, hein, vraiment à haut niveau, c'est une implication totale de tous les jours, toutes les secondes. On peut pas déroger à son objectif d'être le meilleur. Et donc tous les parasites et les satellites qu'il y a autour du sport doivent être mis de côté. Voilà. Tu es un des pionniers dans ce sport et tu as connu différentes générations de sportifs. Quelle est selon toi la différence notable, en tout cas, à mettre en évidence entre les premières générations et maintenant? Alors, à la fois en termes de niveau, en termes de mentalité, en termes d'opportunités de carrière et de méthode d'entraînement. C'est à des années-lumière d'il y a 20 ans le MMA. Maintenant, je crois que le niveau technique est exceptionnel de nos jours, beaucoup plus qu'il y a 15-20 ans. Peut-être qu'il y a 15-20 ans, c'était plus des guerriers que maintenant aussi, je le pense, parce que justement, ils avaient un niveau technique moindre, ils ne boxaient pas pour l'argent, c'était une passion du sport qui faisait qu'ils donnaient corps et âme. La chance de maintenant, c'est que les jeunes sont encadrés par des coachs compétents, pour certains, et surtout, ils ont la possibilité très jeune d'avoir des rémunérations, et très tôt dans leur carrière. On voit qu'il y a des organisations professionnelles qui payent très bien leurs athlètes, même en France maintenant, ce qui fait qu'on peut se consacrer au MMA, ce qui était totalement impossible avant. Et moi, je me rappelle, les bourses d'il y a 20 ans professionnelles sont à peu près les bourses des amateurs maintenant. Donc, les jeunes ont cette chance actuellement. Après, c'est à double tranchant. Ils ont tellement de chance, ils sont tellement choyés qu'ils mettent la charrue souvent avant les bœufs et ils pensent que tout est facile. Mais ça reste réservé à une élite. Ça reste réservé à une élite, bien entendu, mais la jeune génération, des fois, pense que du fait d'être bien encadré et d'être rémunéré, on va dire grassement tout de suite, ça leur permet, enfin, ils pensent qu'ils sont un petit peu des stars ou que tout est acquis enfin, ils mettent la charrue avant les bœufs, tout simplement. Donc je pense qu'il y a du bien maintenant, il y a du moins bien, mais le fait est que le MMA a pris un niveau technique, physique qui est incroyable ces dernières années. Mais il y a beaucoup d'accompagnement justement autour de ce sport maintenant. Énormément. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand on partait en compétition à l'étranger, il n'y avait qu'un coach. Maintenant, les jeunes, les compétiteurs partent avec 2 voire 3 coachs. Ils ont des diététiciens, ils ont des préparateurs physiques. Ça n'existait pas, ça, il y a 15-20 ans. Il n'y avait pas de préparateur physique. On la faisait nous-mêmes, la préparation physique. Il y avait éventuellement un coach de pied-point, un coach de sol. Il y avait rarement un coach de lutte. C'était du bricolage. Maintenant, le sport s'est professionnalisé à un tel point que même un jeune compétiteur, il va avoir son préparateur physique, son prof de grappling, son prof de lutte. Moi, je trouve ça exceptionnel. D'où la notion aussi de guerrier à l'ancienne époque. On est obligé d'être un guerrier à l'époque parce que quand on partait au fin fond des contrées de la Russie et qu'on n'avait qu'un coach et qu'on voyait la tête de son adversaire le jour du combat parce qu'il n'y avait pas internet et que malheureusement il avait 5 kilos de plus, on n'allait pas reprendre 2 avions sans s'inverse, on était obligé de boxer. Donc moi je me suis vu dans des cas de figure où le combattant est obligé d'être un guerrier parce qu'il n'avait pas le choix tout simplement. Tu coaches de grands noms du MMA et du pied-point depuis des années et après autant d'années. Est-ce qu'on en apprend encore sur ce sport et qu'est-ce qui te motive? Bien sûr, moi j'en apprends tous les jours. Après, personnellement, moi en tant que coach, je n'ai aucun orgueil à ce niveau-là. Je vais même échanger avec des autres coachs ou me documenter sur ce qui se fait, ce qui est d'actualité. Ou tout simplement, quand je rencontre un coach ou des personnes que je trouve qui m'intéressent, je ne veux pas hésiter à échanger avec eux, savoir comment ils bossent, voir s'il y a des choses à apprendre et leur demander conseil. Ça m'arrive souvent, demander conseil à des autres coachs, voir ce qu'ils en pensent. Parce que je pense que rien n'est acquis et qu'il faut toujours se remettre en question. Donc tu en apprends toujours et tu cherches aussi toujours à m'améliorer toujours, tout à fait. Je suis loin d'être au sommet. Loin d'être au sommet, carrément. Tu as des athlètes que tu as formés dès leur plus jeune âge. On pense notamment à Fabakary Diatta, combattant du Bellator. On pense aussi évidemment à Saladin Parnasse, double champion du KSW. Qu'est-ce qui différencie les bons combattants des grands champions? Alors là, c'est très très simple, c'est le travail. Il y a pas... Moi personnellement, je préfère avoir un athlète
qui n'est pas très doué et qui est très très travailleur qu'un surdoué qui est dilettante. C'est comme je le dis, la rigueur, l'abnégation, le travail. Et après, il faut aussi que l'athlète soit réceptif à ce que lui propose le coach. Des fois, ce n'est pas le cas. Moi, avec ces deux athlètes, c'est différent parce que je les ai eus à 12-13 ans. Donc, il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre. Il y a ce qu'on appelle un feedback, quoi, ça va très vite. Ils savent où je veux les emmener et ils ont confiance dans ce que je leur dis. Donc, c'est d'une simplicité même naturelle. Après, avec eux, c'est encore différent parce qu'il y a de l'affect qui rentre. Donc, je vais toujours faire en sorte que le jour J, à l'instant T, ils soient vraiment au summum de leur préparation pour arracher la tête des adversaires, tout simplement. Et justement, qu'est-ce qui a changé entre leur début de carrière et aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que déjà, c'est des professionnels, ils boxent pour gagner leur vie. Ce qui a changé aussi, c'est que c'est devenu des hommes. J'avais des préadolescents, des adolescents, des jeunes hommes. Maintenant, c'est devenu des hommes qui sont mariés, qui ont des vies de famille. Après, la relation que j'ai avec eux, elle n'a pas changé parce que moi, je les vois toujours comme des petits. Et je sais qu'on a encore de grandes choses à accomplir. Donc, c'est que le début d'une belle aventure. Alors là, tu avais 3 combattants au KSW Paris. On pense évidemment à Zakaria Amou, à Ramzan Jambiev et Saladin Parnasse. 3 victoires expéditives. 2 au premier round, une au deuxième. Félicitations déjà. Merci. 2 knockdowns. Ouais. On voit aussi sur les vidéos que tu avais préparées sur ces 2 knockdowns. C'est ça, voilà, fais le chier. Puis je jette, bam, je me retire, bam, arrière tout seul. Tu sais faire ça, tu fais la salle tout le temps. Enchaînements sur certains. Voilà, c'est ça. Pour ces deux combattants, là, pour Saladin Parnasse et Tarzan. Et du coup, ça c'est simple. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête déjà avant et c'est quoi le secret? Tout simplement, déjà, je fais beaucoup d'analyses vidéo. Et un combattant, même s'il va essayer de changer le jour de son combat, il y a toujours des choses qui reviennent. Donc il faut travailler là-dessus. Après, comme je dis aussi, je l'ai souvent dit en interview, il faut plus travailler sur les qualités de son adversaire que sur ses défauts. Sur ses défauts, c'est très facile, tout le monde sait le faire, mais travailler sur ses qualités, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, si on rentre dans vraiment les détails du combat, Zakaria fait 1m80, il boxe un petit d'1m67 qui rentre en crochet. Vu qu'il a un bon coup d'œil, il fallait avant de déclencher son bras arrière, il recule un peu la jambe arrière pour pouvoir reprendre de la distance, le contrer, c'est ce qu'on a travaillé. Bon, ça c'est vraiment des termes techniques, il faut rentrer un peu dans le détail, mais c'est ce qui s'est passé. Tout ça grâce à la vidéo. Grâce à la vidéo et aussi grâce par rapport au point fort de mon combattant, c'est un coup qu'il affectionne. Et à partir du moment où il y a un combattant qui a un déficit de taille aussi important, il doit se rapprocher de lui. Donc il faut travailler sur ce moment-là où il va casser la distance pour le contrer. Mais il arrive parfois qu'en le contrant, nous-mêmes on n'est plus à la bonne distance. Donc il faut reculer ses appuis pour reprendre de la distance et avoir un bon timing. Donc ça c'est vraiment des termes techniques. Et par rapport à Saladin Parnasse, c'est un peu différent. Comment il s'appelle, Varela est un combattant à la base de K1 qui a gardé un peu ses qualités et ses défauts du K1. Donc il préconise les crochets, les uppercuts, lui, donc il doit s'approcher de son adversaire. Par contre, pour moi, il a un défaut en striking, c'est souvent lors des échanges, il a le poids, le buste en arrière, ce qui fait qu'il est assujetti à prendre tous les directs dans la bouche, direct en ligne, ce qu'on appelle. Donc moi, j'avais travaillé avec Saladin, je lui avais dit ton gauche-droite en ligne, il va rentrer, ton droite-gauche en ligne, il va rentrer parce qu'il va mettre le buste en arrière et la première, il va peut-être l'esquiver, mais la deuxième, elle va rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Et vu que Saladin, on a un rapport coach-prof qui est incroyable, à chaque fois je lui donne un conseil ou je le fais travailler un truc, il le ressort toujours dans la cage.
Et j'étais persuadé à 90% qu'à un moment dans le combat, voire même 99%, qu'à un moment dans le combat, Varela, il allait prendre un pétard du bras arrière de Salah. On était sûr. Alors il aurait pu le finir sur le faire tomber sur autre chose. Mais lors de tous ces combats et toutes les analyses vidéo que j'ai fait de Varela, à chaque fois qu'il prenait des coups forts, c'était sur des directs. Et vu que Saladin est un sniper et a une précision diabolique, je savais que le bras arrière allait rentrer. J'en avais aucun doute. Les 3 combats du KSW, c'est celui où j'étais le plus confiant sur le striking de Saladin. Parce qu'il avait les qualités techniques et les prédispositions pour toucher Varela. Voilà. C'est une boule de cristal en fait. Une boule de cristal. Ouais, Tu ne nous le dis pas. Une boule de cristal. T'as envie de rigoler. Oui, j'ai une boule de cristal. D'ailleurs, si vous venez consulter, c'est 80 € les 15 minutes. C'est avec plaisir, c'est à domicile. Et j'ai un TPE aussi. Si Arnaud Templier était né à cette époque, est-ce qu'il aurait fait du MMA? Ah, franchement, je me suis déjà posé la question, mais ils font un peu peur les petits grands quand même. Hein. Là, ce que je me dis, moi, nous, on mettait quand même des KO sévères avec des gros gants, c'était du 10 ou du 12. Moi, je me rappelle en combat, et souvent, on mettait sur le cul nos adversaires, enfin, on leur faisait faire des ascenseurs. Donc, je me dis, avec les petits gants, je crois que. Enfin, après, je connais pas, je sais pas, c'est notre génération, mais c'est vrai que quand je vois ces petits gants, même moi, des fois, ça me fait quelque chose parce que je me dis qu'ils doivent vraiment se faire mal, quoi. Et souvent, j'ai remarqué que même des gens qui boxent pas très bien, bah, avec les petits gants, ils arrivent à faire mal. Mais non, je sais pas si j'en aurais fait. J'aime pas trop le corps à corps. Moi, j'aime pas qu'on m'attrape. T'es pas un guerrier? Non, non, c'est pas ça. J'aime pas qu'on m'attrape. Je suis claustrophobe. Je veux pas quand j'aime pas du tout ça. Donc tu n'aurais pas fait le MMA? Je pense que j'aurais fait plus de l'anglaise si j'avais Ouais. continué. Si j'avais pas eu ma blessure, je pense que j'aurais plus fait de l'anglaise ou continué le pied-point à haut niveau. Mais MMA, je pense pas que ça aurait été mon truc, non. Et pourtant, j'adore ce sport. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton actu? Quels vont être les prochains rendez-vous, les prochaines échéances Les prochaines échéances, on a toujours des combats qui viennent, nous, à la Hatch Academy, avec des pros. Je sais que Saladin va faire une petite session en anglaise, donc on va bien le préparer à ce niveau-là. J'espère que Fabakary Diatta va boxer rapidement au Bellator ou au PFL. Après, moi, j'ai toujours été un formateur. De A à Z, je parle dans mon domaine, donc vu que je viens d'ouvrir un club dans ma ville, Beson, qui me tient à cœur, j'espère former des compétiteurs ou au moins des sportifs qui apprécient le MMA et pourquoi pas des athlètes, des futurs compétiteurs de haut niveau. Hein. On a réussi à le faire dans le 93, on peut le faire dans le 95. Je crois que tu prépares aussi un stage prochainement. Tout à fait, on va mettre en place un stage avec Nabil à Précy-sur-Oise. Dans le 60, donc un stage en 2 parties, 2 heures le matin de striking avec moi et 2 heures l'après-midi de ground and pound, MMA avec Nabil, mon acolyte, avec qui je mets en place des stages, avec qui ça se passe très bien. Donc si vous êtes demandeur, vous avez un binôme de choc. La date? 18 janvier. Et ma dernière chose, quel est ton lien, quel est ton rapport à MMA Skill? Comment tu les as connus déjà Je les ai connus par Nabil, qui m'a fait un petit peu découvrir sa plateforme, que je trouve plutôt intéressante. Et surtout, je pense que les intervenants qu'il appelle sont plutôt compétents dans la globalité. Donc ça peut servir à énormément de personnes qui sont en province et qui n'ont pas cette chance d'avoir des coachs près d'eux. Et ça peut aussi faire monter le MMA vers le haut, tout simplement. On était avec Arnaud Templier sur MMA Skill. Merci, à très vite.